Mesdames, Messieurs, chers membres de la communauté Build & Connect, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en direct de ce superbe plateau installé ici à Strasbourg avec les organisateurs, le pôle Fibre Énergie-Vie, l'Université de Strasbourg et la Fondation pour la recherche en chimie. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Paroles d'experts, une série d'émissions lancée en juin dernier dans un format dont nous souhaitons qu'il vous soit des plus utiles pour traiter par le débat, par l'interaction, un certain nombre de thèmes d'actualité et à enjeux du bâtiment et ses évolutions. Alors, Parole d'experts, c'est en effet un concept d'émission qui a été imaginé spécialement pour prolonger les colloques Build & Connect, qui, comme vous le savez, se tiennent tous les 2 ans, pour en approfondir les thèmes clés autour des solutions nouvelles et des technologies qui changent le bâtiment. J'en profite pour remercier, comme à chaque fois, et c'est important, je crois, de le faire, les 13 mécènes de Build & Connect. Vous les découvrez à l'écran, je crois. Voilà. Ils sont pour certains à l'origine de ces rencontres et soutiennent depuis de nombreuses années cette volonté d'agir ensemble pour une nouvelle ère. Si vous en êtes d'accord, je vais prendre le temps très rapidement de les mentionner un à un. Il y a le groupe Elitis et Sauter Régulation qu'on va retrouver sur ce plateau dans un instant. Je vous présenterai leurs représentants bien sûr, et aussi donc Socomec, Soprema, le groupe Vivialis, Crédit Agricole Alsace-Vosges, Drabernef Assurance, Knauf, Rector Lesage, Egis, Energis, KS Construction et Siemens. On notera que cette liste de mécènes, premium ou platinum, s'allonge petit à petit. Merci vraiment pour votre soutien. Parole d'experts, c'est maintenant et c'est sans perdre aucune seconde qu'on va lancer ensemble en direct ce nouvel épisode consacré aux enjeux du bâtiment 4.0 et plus spécifiquement au thème de l'imotique au service du bâtiment à énergie positive. Alors, les transformations économiques et sociétales, avec comme marqueur fort la digitalisation, eh bien, ils sont en marche. Elles embarquent toutes les activités humaines pour répondre notamment aux incontournables enjeux écologiques et énergétiques. On le sait, nos façons de vivre, de consommer, de travailler, d'habiter ont un impact majeur évidemment sur ces transitions. Alors si on choisit la focale du bâtiment pour réfléchir à ces questions, il convient de situer l'usager au cœur de l'analyse pour agir avec pertinence et efficacité sur la cause des comportements et usages et ainsi être en mesure de mieux gérer les consommations, un paramètre clé évidemment pour tendre vers le bâtiment à énergie positive. Alors, l'imotique se situe justement au cœur de cette problématique. Elle permet d'accompagner ces nécessaires changements de vision et de modèle, l'enjeu étant clairement de générer une conscience constructive et ainsi assurer le bien-être et la sécurité des personnes tout en répondant à ces enjeux de transition dont nous parlons. Nous sommes ensemble pour débattre de tout cela avec un regard qui nous permettra d'expliquer quels sont les systèmes actuels, de définir ce qu'est un bâtiment à énergie positive, bien sûr, de montrer quelles sont les avancées et en quoi celles-ci peuvent être considérées comme vertueuses, de parler aussi des évolutions technologiques en montrant comment les choses fonctionnent tout simplement. Bref, pas besoin d'en dire beaucoup plus pour vous faire comprendre que nous souhaitons être précis, utiles, concrets dans les 90 minutes qui viennent pour vous donner des clés d'analyse, de compréhension du sujet qui nous est proposé aujourd'hui. Un point encore pour rappeler que cette émission se doit d'être la plus interactive possible. Vous aurez donc la possibilité d'intervenir vous aussi via le chat qui vous est proposé. N'hésitez pas dès maintenant d'ailleurs à nous faire part de vos questionnements. Le dernier tiers de notre programme entre 12h, 12h05 et 12h30 sera entièrement dédié au débat avec vous, mesdames et messieurs. Et enfin, vous le savez certainement, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que vous avez la possibilité d'entrer en contact avec les personnes qui, comme vous, êtes connectées et suivez cette émission. Vous pouvez le faire directement sur la plateforme qui héberge et diffuse Paroles d'experts. Voilà, tout est en place. Je ne peux que vous souhaiter profiter au maximum de ce moment qui va venir et de cette conversation que je vais avoir le plaisir d'animer. Et je vous présente tout de suite nos différents invités qui nous font l'honneur et le plaisir d'être sur ce plateau ce matin. Je commence avec vous, Patrice Barbel. Bonjour à vous, soyez le bienvenu. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, très heureux de vous accueillir dans cette émission. Alors, vous êtes, cher monsieur, un tout jeune retraité de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous étiez jusqu'en 2020 enseignant et chercheur à l'Université de Rennes 1, responsable du master spécialisé ingénierie des TIC pour les écoactivités, et vous avez été aussi vice-président délégué en charge du développement durable et de l'agenda 21 pour cette même université. Vous êtes actuellement
conseiller patrimoine à la CPU, la conférence des présidents d'université. Je crois qu'il est important aussi qu'on précise pour notre public que vous avez été membre du laboratoire IETR, l'Institut d'électronique et des technologies du numérique, avec la particularité d'avoir soutenu une thèse dans le domaine des sciences sociales et plus spécifiquement en sciences de l'éducation. Vos domaines de recherche ont concerné notamment les usages des technologies de l'information et de la communication, les processus d'appropriation, les processus d'innovation, mais aussi l'ingénierie de formation, l'ingénierie de TIC pour le bâtiment, l'ingénierie des TIC pour la formation. Beaucoup de domaines, mais qui au fond se recoupent d'une certaine manière. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelques mots pour compléter ce magnifique portrait? Oui, merci. C'est vrai, moi j'étais chercheur plutôt en sciences humaines et sociales. J'étais plutôt sur des enjeux sur l'activité comme cadre méthodologique, c'est-à-dire qu'à la fois le rôle du numérique dans l'activité, mais aussi plus loin, les traces que l'énergie, que la mobilité peut permettre justement de comprendre l'activité humaine. J'ai mis en place 2 formations, mais suite à des premières formations en 1988 à l'Université de Rennes, qui étaient des formations orientées GTB. En 2000 jusqu'à aujourd'hui, on a mis en place un master, une licence professionnelle, et sont toutes les 2 articulées. C'est aussi un élément assez rare dans les formations. Ces formations sont en alternance. Vous pouvez peut-être à l'écran quelques éléments que vous pourrez voir pour pouvoir prendre contact avec mes collègues. Je vous invite à aller regarder les posters qu'il y a sur le site. Ça vous donnera la diversité des travaux qu'ont pu mener nos étudiants depuis de nombreuses années. Et puis, si vous, en tant qu'entreprise, vous souhaitez anticiper votre recrutement pour l'année prochaine, je vous engage à prendre contact dès maintenant. Cette saison, merci. Alors, parce que on en discutait en amont, ce qui est intéressant aussi, c'est de la formation tout au long de la vie. Et puis, on sait aussi animer des VAE, des VAP, qui permet aussi d'animer de la reprise d'études. Je crois que c'est important dans le contexte qu'on va prendre en considération. Merci pour ces précisions. Soyez le bienvenu parmi nous. Thierry Bièvre, bonjour. Vous aussi, soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Tout va très bien pour Alitis, l'entreprise se porte bien, de plus en plus d'ingénieurs, de techniciens, de chercheurs qui luttent de plus en plus efficacement contre les effets dévastateurs du dérèglement climatique, la crise énergétique, la transition écologique. Je dois même avouer que je suis de plus en plus, voire même très très fier des talents qu'on recrute actuellement et vous avez l'air heureux, ça fait plaisir. De l'exploration des solutions qu'ils proposent pour l'ensemble de nos concitoyens, des solutions pour la ville durable. Je vais juste rappeler à notre public, parce que vous êtes parti bille en tête, parce que vous êtes motivé pour être prolixe ce matin. Vous êtes le président fondateur du groupe Elitis, un groupe d'ingénierie du bâtiment qui est leader depuis des années dans le domaine de l'efficacité énergétique, avec un fait d'armes connu de tous les spécialistes, la conception de la première tour de bureau à énergie positive du monde, il faut bien le rappeler, installé à Dijon, un bâtiment qui héberge d'ailleurs votre siège social. Merci à vous. Stéphane Marcinac, bonjour, soyez le bienvenu aussi. Comment ça va? Merci, très bien. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. C'est nous qui sommes ravis de vous avoir. Vous êtes le président de Sauter Régulation SAS, la filiale française et luxembourgeoise du groupe d'entreprises Sauter AG, dont le siège est à Bâle, en Suisse. Sauter est un spécialiste international connu et reconnu, je crois, aussi dans le domaine de l'automatisation de bâtiments et l'intégration de systèmes. Je crois qu'on peut en dire un peu plus. Je vous laisse peut-être la main pour nous donner quelques précisions. Très rapidement, je dirais qu'effectivement, Sauter travaille dans l'imotique des bâtiments depuis 1910, à savoir qu'on a démarré dans l'éclairage public, l'éclairage des bâtiments à partir de technologies de l'horlogerie, et que l'on a évolué, on a suivi les évolutions technologiques pour ensuite proposer des solutions de gestion technique du bâtiment complètement automatisées et à partir de logiciels, et aujourd'hui avoir des solutions complètement digitalisées et digitalisables pour accompagner les usagers à avoir une consommation raisonnée des fluides et des énergies. Donc, que dire de plus? On conçoit des logiciels. On peut peut-être passer quelques images. Je dirais. Donc, on intervient aussi bien sur la partie, ce qu'on appelle la fonction de gestion, c'est-à-dire, je dirais, ce qui supervise l'ensemble et qui remonte les données. Fonction automatisation, c'est ce qui donne les consignes ou qui mesure. Et les fonctions terrain, qui aujourd'hui deviennent de plus en plus intelligentes et complètement connectées,
renvoie l'information à l'ensemble des différentes couches. Voilà, pour permettre une meilleure flexibilité. Donc ce qu'on disait, hein, on travaille surtout sur le contrôle de l'ambiance des bâtiments, sur je dirais donc tout ce qui est métier technique, à savoir éclairage, chauffage, climatisation, mais également de plus en plus on nous demande d'anticiper sur les besoins et sur les habitudes des usagers pour les accompagner à s'éduquer, je dirais, à utiliser de façon plus économe, et plus frugale peut-être, et suffisamment satisfaisante. Oui, raisonné, mais plus satisfaisante, on va dire. Hein, voilà, les énergies. Merci pour ces présentations. On découvre quelques chiffres clés de votre groupe. Du groupe. Et on peut aller sur un site internet qui est très bien documenté. Tout à fait. Je suis allé regarder aussi. Merci messieurs en tout cas pour ces premières informations. C'était important de pouvoir bien vous situer vos champs de compétences. Avant de lancer notre conversation à 4, j'aimerais qu'on prenne le temps, je parle d'une dizaine de minutes, pour bien poser les enjeux, les principaux déterminants. Et c'est vous que je regarde parce que vous allez être concerné, Patrice Barbel. On va le faire avec vous. Est-ce que vous pourriez, au travers de votre longue expérience universitaire, fondée sur de très nombreux travaux en formation et recherche, mais aussi votre significative connaissance du monde de l'entreprise, avec et pour lequel vous avez beaucoup agi dans le cadre de ces travaux, poser pour nous les grands questionnements autour du bâtiment qu'on appelle 4.0. Quels apports du numérique pour le bâtiment, au-delà de la dimension technologique, quelles sont et en quoi les mutations vers une économie de plus en plus servicielle s'appliquent au bâtiment 4.0, avec quels objectifs sous-jacents, comment tout ça interagit avec nos ambitions, je devrais plutôt dire nos urgences en matière d'écologie, de décarbonation de nos activités humaines. Voilà quelques inputs pour vous lancer sur cette trajectoire. On vous écoute et puis ensuite, évidemment, on débattra avec nos invités, si vous voulez bien. Alors, merci pour cette question, ma foi vaste en 10 minutes. Donc, je vais forcément être à la fois incomplet et rapide sur les sujets. Ce qui m'intéressait, moi, en tant que responsable de formation, c'est de former des ingénieurs et des cadres techniques. En général, je formais Bac plus 3, Bac plus 5, justement à pouvoir décider, je dirais, dans l'incertitude d'évolution technologique. Et cet ingénieur doit être capable d'objectiver ses choix technologiques. Et donc d'amener à pouvoir les discuter dans le réseau d'acteurs avec qui il doit anticiper des questions. Quand on est en formation, on doit anticiper des questions qu'il va trouver quand il va être... parce que j'ai des formations d'alternance, donc au sein des entreprises. Alors, mais aussi découvrir les signaux faibles qui vont permettre justement d'être sur cette anticipation. Alors, rapidement, on m'a dit 10 minutes, je vais essayer de le faire en 4 points. Et on va essayer de dire comment on peut problématiser modestement les enjeux que vous me proposez. Alors, un point technique, je dirais, un point où moi je trouve important, c'est de définir la logique de produit et la logique de service dans le domaine dans lequel on est. Ce qui amène à un moment donné des enjeux de conception, au sens très large du terme, et puis plus largement les compréhensions du secteur d'activité à travers les problématiques aujourd'hui qu'on pourrait appeler de bâtiments durables. Alors, moi je vais là, ici, dans cette approche-là, faire à part de mon expérience de regard académique, de regard de responsable de formation, ce qui m'a amené à un moment donné à problématiser au moins sur ce premier point 3 enjeux. Il y a les enjeux purement technologiques, je dirais, les enjeux métiers et de comprendre les activités des usagers. Moi, je vois que ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel comme point de départ, parce qu'à un moment donné, on doit construire une grille de lecture qui permette justement de positionner l'acte de conception. Alors, quand on va vite, je dirais, la façon dont j'aborde des sujets dans cette première phase, c'est entre le bâtir et le habiter, globalement. Le bâtir va amener vers la construction qu'on pourrait appeler d'une machine à habiter, certains termes expliquent ça, et puis le habiter, bien sûr, c'est l'art de vivre, c'est tout ce qui est autour de ces problématiques-là. Et puis l'articulation entre les deux, il y a ce qu'on pourrait appeler l'exploitant, au sens très large du terme. C'est-à-dire, lui, il pose la question du comment et la question du pourquoi en 2 mots. Ça me paraît important de le prendre comme ça. Donc ça amène à ce moment-là des notions de compétences qu'il faut essayer de voir et de croiser les regards qu'on va avoir dans cet écosystème. Alors, moi, en tant formation en alternance, ce qui est intéressant, c'est que moi, au sein de mes propres formations, en général, on avait une trentaine
d'alternants entre les deux formations. Donc ça amène que là, dans une même salle, on a justement tout le réseau d'acteurs potentiels qui est là présent. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut apprendre à catégoriser les technologies, les problématiques de réseau, de protocole, de bus, les problématiques, je dirais, vous avez montré des automates, mais des box, hein, il y a toutes sortes d'objets, les actionneurs, là, on voit bien tout ce qui on pourrait appeler les sous-ensembles techniques. Et puis aujourd'hui, il y a les enjeux de plateforme, hein, les plateformes locales, les plateformes dans le cloud, il y a tout ça à regarder. Donc il y a les questions des interfaces, hein, on va, je pense, en parler. Et puis il y a comprendre l'habitant, l'usager, tout ça, ça nécessite à un moment donné de regarder un peu ça. Et le client, peut-être, au final. Et dans ces premiers éléments, on a des enjeux techniques, des enjeux aujourd'hui de plus en plus qui articulent l'électronique, l'informatique, la physique. Et on peut le voir, quand on parle de l'usager, on voit bien qu'il faut aller aussi vers les sciences humaines et sociales. Alors, moi, ce que je trouve important quand on est dans la logique métier, on est dans un réseau d'acteurs, donc il faut apprendre à comprendre les acteurs qui sont là en train de se positionner, les fabricants, les constructeurs, les exploitants, voilà, les sociétés de services qu'il y a derrière, le propriétaire, comprendre un peu ces enjeux-là. Donc là, il faut croiser ces regards-là, avoir une approche pluridisciplinaire, avoir une approche, je dirais, intersectorielle, hein, qui permet de comprendre ces enjeux-là. Le deuxième point, c'est, moi j'ai trouvé important, j'ai abordé ces enjeux-là dès 2005-2010, c'est la notion de produit et la notion de service, parce que je crois que là, c'est un terme, la notion de service est un terme très polysémique, et d'ailleurs la licence professionnelle que j'ai créée dans les années 2008, je crois, j'ai déjà un peu oublié, je l'ai appelé service et produits pour l'habitat. Donc aujourd'hui on parle de service, mais à l'époque ce n'était pas forcément si évident que ça, et je trouvais que c'était un intérêt important de le positionner, parce que le premier master qu'on a mis à la place, on l'a appelé domotique, imotique et réseau intérieur, donc vous voyez on était très technologique. Et là, parce que la question des services, ça nécessite de travailler les réseaux d'acteurs. Un service, il ne se fait pas tout seul, il est dans un réseau d'acteurs. Donc ça nécessite de bien décrire ce qu'on pourrait appeler l'écologie industrielle sur le territoire. Et donc d'aller regarder ce que signifie le mot service. Le mot service, pour moi, ça interroge la question des moyens et des résultats, en fait. Hein. Et tant que je n'ai pas bien segmenté ces éléments-là, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un exploitant dans le domaine du bâtiment, la question de service, elle est assez réelle, mais quand vous êtes dans le domaine de l'informatique, on va parler de software as a service. Est-ce que c'est vraiment un service? Donc, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut à un moment donné apprendre à segmenter un petit peu tout ça pour pouvoir justement comprendre le réseau d'acteurs. Moi, j'aime bien parler du service au client, au sens qui fait la facture et comment elle se génère. Pourquoi? Parce que souvent, derrière le concept de software as a service, on parle aussi aujourd'hui de building as a service. On voit bien qu'on parle de plateforme à ce moment-là. Et donc, ce que je vois à travers ça, c'est que de plus en plus, ces technologies intégrant de plus en plus informatiques, il y a un enjeu d'intégration, ce que j'appellerais de savoir-faire dans les machines, de façon à aller de plus en plus vers une sorte de simplification de la complexité, hein, le plug and play globalement, mais c'est aussi une complexification de la technologie en tant que telle. Il y a une sorte de double chemin entre simplicité d'usage, hein, et complexité de conception. Derrière ces deux points-là, qui permettent de comprendre ce que peuvent être ces enjeux de différenciation entre produits et services, c'est deux enjeux. L'économie de la fonctionnalité, ça permet de tracer à un moment donné une voie sur ces problématiques-là, parce que l'économie de la fonctionnalité oblige d'être dans une logique de résultat, on n'est plus dans une logique de moyens, et d'ailleurs c'est un intérêt de ce point de vue-là sur l'obsolescence programmée. Et puis il y a l'économie circulaire derrière ça aussi, qui permet de regarder autour de l'écosystème comment les choses se positionnent. Quand on parle de bâtiments énergie positive, au sens très large, ça me paraît essentiel, on est plutôt là dans l'économie matière. Maintenant, quelles conséquences sur les enjeux de la conception? Alors, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne parle pas simplement de conception, on va parler d'éco-conception, on va parler de co-conception, on va même parler de et-conception, c'est-à-dire que quand je joue sur ces mots-là, c'est-à-dire c'est une conception ensemble, hein, c'est une conception qui va prendre en compte des enjeux écologiques, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis ça va être aussi par les réseaux, hein, et donc c'est là que ça amène toute articulation avec la digitalisation. Il faut aller chercher à ce moment-là quels sont les signaux faibles sur lesquels on peut avoir. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut comprendre le besoin. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre ce qu'est le fait d'habiter. Il faut comprendre les métiers des acteurs qui est autour de ces enjeux-là, parce qu'à un moment donné, il va falloir savoir différencier ce que sont les outils métiers pour les acteurs en action
au sein de cet écosystème. Alors, ça veut dire qu'il faut, moi je crois qu'il y a deux enjeux qui sont en train de se jouer aujourd'hui. C'est autour de la transition énergétique. Là, il y a des enjeux, on va dire, au sens très large, des services au bâtiment pour les usagers. Et puis, il y a un autre domaine qui est plutôt peut-être ce qu'on appelle traditionnellement le monde de la domotique, bien que c'est autour des problématiques du maintien à domicile et de la santé, et puis ce qu'on peut, à un moment donné, réussir à rassembler ces éléments-là. Et de travailler les deux en même temps, ça permet aussi de mieux comprendre ce que sont les logiques de service. Pour moi, sur cette phase-là, simplicité d'installation, simplicité d'utilisation, interopérabilité. On doit avoir des dispositifs qui marchent tout de suite, dès la mise en service, et qui doit être opérationnel et avoir les résultats attendus. Et bien sûr, on a le droit à l'amélioration continue pour que ça puisse exactement aller au-delà de ce qu'on attend. Et pour finir sur ces enjeux, moi je crois que c'est les enjeux de bâtiment durable qui sont là derrière ça. Ce qu'il faut savoir saisir, c'est peut-être autour de la transition énergétique et du plan climat, c'est tout ce qui est autour de ce qu'on appelle les PCAET, hein, les plans climat, air, énergie de territoire, c'est ça qui me paraît important, c'est le T qui est arrivé derrière, et qui peut aussi se retraduire pour les entreprises autour de la RSE, hein, la responsabilité sociale des entreprises, qui sont des éléments de compréhension des enjeux pour les sociétés. Ça permet de comprendre le contexte, de comprendre les signaux faibles qui sont en train de regarder. Donc ça permet de nous de réinterroger un petit peu nos méthodes, de réinterroger nos objectifs. Et le collaboratif est essentiel. On parle souvent de BIM autour de ça. C'est peut-être là l'origine du 4.0 dont on est en train de parler. Mais ça veut dire c'est de la conception jusqu'à la fin de vie. Donc ça veut dire qu'on est à la fois dans l'articulation de la généricité de la conception, hein, mais moi je crois qu'il faut passer à une conception générative justement. Et je crois que les travaux que vous allez nous montrer sont de cet ordre-là. Donc ça nécessite d'avoir un travail de rétro-ingénierie pour ne pas mettre à la poubelle tout ce qu'on a fait et que ce qu'on est en train de poser aujourd'hui servira encore plus tard. Donc il y a un enjeu sur l'obsolescence programmée, sur le cycle de vie, l'enjeu du bilan carbone qu'il y a derrière ça. Ce qui me paraît important là-dedans, c'est pas simplement parler neuf, c'est surtout des enjeux de rénovation. Je crois que le bâtiment énergie positive intéresse aussi la rénovation. C'est l'enjeu de l'industrialisation pour pouvoir faire vite. On a globalement 98% de nos parquets de l'ancien. Donc on sent bien que si on veut faire vite, il va falloir avoir des modes de construction un peu différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que derrière tout ça, pour finir, c'est des enjeux de partage. Il faut anticiper, il faut planifier. On a des enjeux comme le décret tertiaire, comme le BACS, hein, le décret BACS aussi qui est là sur des enjeux de régulation. Là, on a du foisonnement, on a de la mixité. Je crois que là, il y a de la source à innovation, il y a de la source à pouvoir construire justement une trajectoire de bâtiment énergie positive et plus globalement un enjeu de bâtiment décarboné. Et derrière tout ça, c'est des enjeux de simplicité d'usage, donc plutôt low-tech. On va plutôt avoir un déploiement à très grande échelle des technologies, donc plutôt être dans la frugalité et pouvoir se recentrer sur l'économie domestique, c'est-à-dire sur justement reprendre le contrôle sur ses coûts. Patrice Barbel, je sais que je vous ai demandé un exercice très difficile, mais je crois que vous avez parfaitement relevé le défi. En tout cas, vous posez merveilleusement bien les défis et les enjeux autour des questions qu'on va traiter maintenant avec nos invités. Peut-être une réaction rapide à ces premiers propos, messieurs. Thierry Bièvre. Moi, je pense que l'origine, en fin de compte, de la problématique, c'est sur quoi s'appuyer. Moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur la loi du plus grand nombre. Et donc, c'est le service à nos concitoyens, on va dire, qu'on doit apporter au travers, on va dire, de nos conceptions, que ce soit des bâtiments, des technologies, qui doit permettre, en fin de compte, à ces concitoyens de s'emparer de la question de la transition écologique. Et donc, le numérique, le digital est un outil parfait pour transférer, en fin de compte, cette obligation citoyenne. On va dire que les industriels, les ingénieurs peuvent donc amener comme boîte à outils à nos concitoyens et leur permettre en fin de compte de s'emparer de ça, de le vulgariser. Et plus on sera nombreux en fin de compte à faire des éco-gestes quotidiens, plus vite on sauvera donc le monde du vivant et notre planète. Stéphane Marcinac, je dirais que vous allez emboîter ce pas. Oui, tout à fait, mais je dirais que là on a eu par un résumé de l'évolution des 20 dernières années. Moi, quand je suis arrivé chez Sauter, on nous disait surtout de faire des solutions pour savoir comment fonctionnaient les appareils. Et aujourd'hui, on nous demande de faire des solutions pour anticiper sur les besoins de l'utilisateur et lui permettre d'être satisfait.
Et en fait, cette évolution est aussi possible par rapport aux évolutions, grâce aux évolutions technologiques. Je dirais, il y a 20 ans, la culture n'était peut-être pas prête pour faire ça, mais on n'avait pas non plus les moyens technologiques. Aujourd'hui, ça a très vite évolué. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut tout à fait appliquer ceci pour tenir les engagements, pour avoir une planète un petit peu plus verte. On est parti sur d'excellentes bases, merci beaucoup. Je voudrais quand même qu'on revienne à des choses essentielles, bien redéfinir les notions dont nous parlons. Est-ce qu'on peut redéfinir ce qu'est le bâtiment 4.0, la domotique, l'imotique? De quoi est-ce qu'on parle exactement? Stéphane Marcinac, je commence peut-être avec vous. Alors l'imotique, c'est-à-dire c'est l'ensemble des opérations techniques qui permettent d'utiliser et de bien faire fonctionner un bâtiment. Ensuite, au niveau concrètement, ce sont des gestions techniques de bâtiments, des logiciels qui pilotent des infrastructures de chauffage, d'éclairage et de ventilation, ou même plus aujourd'hui. Voilà en résumé pour moi concrètement. Thierry Bièvre. Moi, je pense que ça va même au-delà. C'est un système d'information. C'est un système de coaching permanent qui peut apporter à l'usager la connaissance, en fin de compte, de son mode de vie, d'avoir une bonne compréhension de là où il peut gagner, là où il peut être efficace, pour lui permettre, en fin de compte, de réduire son empreinte environnementale, de gagner sur sa facture d'énergie et donc d'être gagnant sur tous les tableaux, c'est-à-dire sur l'héritage qu'il va transférer en fin de compte donc aux générations futures, mais également d'en tirer les bénéfices directs sur sa facture d'énergie, par exemple. Patrice Barbel, vous pouvez compléter peut-être ce panorama. Les définitions, c'est important. Oui, alors souvent, c'est des définitions qui sont plutôt portées par les ingénieurs, donc moi je dis attention. Voilà. Je crois qu'on va en parler tout au long de la journée. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que de par l'expérience que j'ai de ces mixités, là, c'est que souvent on parle domotique, imotique, IoT, aujourd'hui, il y a tous ces termes-là qui apparaissent. Moi, je crois qu'il faut aller au-delà de ces problématiques-là. Il y a des enjeux de tertiaire, il y a des enjeux de résidentiel. On sent de plus en plus, je crois que la tour dont vous êtes... à un moment donné, c'est la mixité, à un moment donné qui va être important. On est entre le individuel et le collectif, on voit bien aussi, il y a ces enjeux-là. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de construire de la convergence technologique. Et puis, il y a le bâtiment, mais je crois surtout, il y a aussi le quartier. Je pense que c'est à l'échelle du quartier que potentiellement les choses peuvent aujourd'hui se jouer, qui sont une étape intermédiaire. On va en discuter peut-être un peu plus tard. Alors, je vais rester avec vous, Patrice Barbel. On va prolonger ces éléments de définition pour parler du bâtiment énergie positive, qu'on soit précis sur cette notion-là. Il y a la dimension fonctionnelle, vous l'avez souligné, autrement dit, à quels objectifs prioritaires répond un bâtiment énergie positive, cher monsieur? Ouais, je crois qu'il faut travailler sur deux éléments, ce qu'on pourrait appeler, après... on peut varier sur les mots, mais bon, l'enjeu de la sobriété, n'importe comment. Vous avez parlé d'éco-gestes, etc., bien sûr, mais aussi toute la dette technique du bâtiment. Moi, j'ai surtout aujourd'hui une vision bâtiment en rénovation, ça me paraît essentiel. Et puis, toute la capacité de l'énergie disponible. On parle du photovoltaïque, la géothermie, etc. Donc, c'est ça qui me paraît intéressant. L'enjeu, c'est globalement d'avoir un coût de fonctionnement le plus faible possible, voire énergie positive. Donc, ça voudrait dire qu'on est même capable, sur le sujet, de produire l'énergie et donc de pouvoir le partager sur un quartier. Donc, pour moi, ça redéfinit l'enjeu entre investissement et fonctionnement. Donc ça me paraît essentiel et de garder ça en ligne de mire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est changer le modèle économique. Un modèle économique qui n'est plus maintenant dépendant des énergies fossiles. Je crois que c'est ça, c'est le changement de modèle économique, de pouvoir avoir une activité qui puisse se développer et qui ne soit pas, je dirais, dégradée par le coût de l'énergie qui, lui, est complètement aujourd'hui imprévisible. Donc une dette technique, c'est imprévisible aujourd'hui, une dette d'investissement, on peut la planifier. Stéphane Marcinac, comment on explique le bâtiment énergie positive sur un plan purement technique? Alors, sur un plan purement technique, je dirais que pour moi, la définition, c'est déjà un bâtiment qui est capable de produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Alors, ça passe par quoi? Donc, je dirais qu'il faut qu'il y ait déjà une conception au départ favorable, avec un bâti qui correspond à ceci, qui soit bien isolé, qui tient bien compte de l'environnement climatique local. Ensuite, qu'il soit facile à maintenir, et puis également qu'il y ait les outils, je dirais, qui permettent de maintenir dans la durée cette positivité du bâtiment, puisque une fois que le bâtiment est livré, on peut se dire, le bâtiment
produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, mais il y aura toujours des petites dérives ou des défauts des installations techniques, et il est important de bien maintenir et d'avoir des bonnes équipes pour effectuer ce service et offrir un service de qualité aux usagers. On en reparlera si on a le temps tout à l'heure. On a peut-être un exemple à vous soumettre, mesdames, messieurs. Thierry Bièvre, on peut aussi définir les choses à travers la réglementation, les labels. Vous connaissez ça par cœur, forcément. Quelques aspects. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder au-delà des labels. Parce que si on se sert du label, tout ingénieur ou concepteur comprendra que le label, en fin de compte, est un prisme. Donc, c'est lui qui dirige donc, la conception. Si on s'appuie sur le label pour concevoir un bâtiment à énergie positive, effectivement, on obtient un bâtiment à énergie positive. Mais avec mes ingénieurs et chercheurs, j'ai voulu aller plus loin. Moi, je voulais que l'énergie positive, elle soit le résultat d'un bénéfice pour l'usager, parce que c'est la qualité d'usage qui est importante. Et si on veut donc transporter notre société vers un univers beaucoup plus durable, beaucoup plus conscient des enjeux écologiques et de la transition énergétique, il faut à tout prix que l'usager puisse tirer directement les bénéfices du bâtiment à énergie positive. Ça veut dire que le bâtiment doit lui permettre de gommer totalement ou partiellement sa facture d'énergie. Aujourd'hui, on voit au quotidien les journaux nous annoncer, on va dire, des hausses des prix de l'énergie. De plus en plus, il y a même une précarité énergétique. De moins en moins de gens peuvent se chauffer. C'est totalement anormal. Alors qu'aujourd'hui, on dispose du savoir-faire, on dispose des technologies. Une tour à énergie positive, ce n'est pas forcément un bâtiment qui coûte plus cher qu'un bâtiment standard. C'est un bâtiment mieux conçu. Alors justement, on va en parler. Je l'ai dit en introduction, et c'est normal. Vous êtes un précurseur en matière de bâtiments à énergie positive. Vous êtes celui qui a inventé la tour Editis. Je vais le dire comme ça, je l'assume évidemment. Dijon 2009, on l'a rappelé, un bâtiment qui héberge aujourd'hui le siège de votre entreprise, on l'a dit. Et puis vous récidivez à Strasbourg, ici même en 2018, avec la tour Editis Danube. Quel joli nom. On en parle un petit peu ? Oui, tout à fait. Donc la tour Editis Danube, c'est un bâtiment énergie positive qui, on a voulu passer du bâtiment tertiaire au bâtiment résidentiel. Alors en plus, c'est un bâtiment mixte, comme vous le disiez très bien. On travaille sur l'habitat bio, d'une manière générale, c'est-à-dire l'habitat transformable. Décarboner la construction de bâtiments, c'est permettre un multiple usage à un même bâtiment d'évoluer en fonction des désirs et des besoins de la société. Donc, on connaît certains besoins, mais il y en a d'autres qu'on ne va pas connaître. La crise sanitaire nous a prouvé qu'on était revenu travailler chez nous, donc il fallait trouver, on va dire, un aménagement spécifique et une zone de confort pour pouvoir permettre aussi ce nouvel usage à l'intérieur du logement. Donc c'est ça, en fin de compte, l'évolution du bâtiment à énergie positive. Et la tour de Strasbourg en est le laboratoire et nous permet aujourd'hui de développer un projet très ambitieux avec un porteur d'un véhicule financier qui alimente 2 milliards d'euros, donc la société Catella qui s'associe à Litis pour créer ce véhicule, et donc essaimer 100 projets identiques partout en Europe pour incarner en fin de compte ce modèle de réflexion qui n'est pas un modèle posé, on va dire, sur le bâtiment, mais plutôt un modèle posé sur la méthode pour obtenir un meilleur confort, un meilleur usage et priver les usagers d'avoir la nécessité de s'acquitter d'une facture d'énergie. Voilà, donc c'est quand même un projet relativement ambitieux. Alors l'un des points clés aussi de ce projet qui est devenu donc, le premier bâtiment à Dijon et celui de Strasbourg aussi, donc ce que j'appelle des démonstrateurs, c'est qu'il ne coûtait pas plus cher la construction qu'un bâtiment, on va dire, normal, classique, on utilise des termes qu'on veut. En 2 mots, vous pouvez préciser ce point, je crois que c'est très important dans votre stratégie d'ailleurs. C'est important parce que faire mieux en dépensant plus, c'est à la portée de tout le monde. Donc c'est là où il fallait essayer d'aller titiller un petit peu la matière grise de l'ensemble des acteurs du projet. Et donc on a mis au point une méthode de management de projet qui est totalement différente que celle qu'on a l'habitude de voir, hein, c'est-à-dire où l'ensemble des acteurs sont focalisés sur le projet. Nous, on se focalise en fin de compte sur les acteurs qui travaillent autour du projet. Et tout le monde s'exprime. On a même réussi à faire travailler en conception des compagnons en leur disant regardez, on a un bâtiment qui est parfait, là, il fonctionne très bien. Si ça ne marche pas, ça sera de votre faute. Ils ont trouvé ça quand même un peu curieux, mais in fine, quand ils ont compris les designs techniques, technologiques ou le concept, ils ont dit mais vous voulez obtenir ce résultat? Mais il ne faut pas faire comme ça.
Et donc, vous voyez, on a attiré en fin de compte leur capacité créative donc, en tant que matière grise du geste pour améliorer le concept. En fin de compte, c'est toute une communauté. Et aujourd'hui, ce sont les usagers, en fin de compte, qui terminent le travail, puisque avec de l'ergonomie, avec plus de confort, mais en fin de compte, ils sont embarqués et ils cherchent, en fin de compte, à améliorer, on va dire, l'art de challenger. Voilà, exactement. Et donc, ça se passe ici, en fin de compte. C'est là que ça se passe. Ça se passe pas. Aujourd'hui, on dispose de tout. Il faut simplement, en fin de compte, le manager correctement. Stéphane Marcinac, vous êtes intervenu sur ce projet en 2009 pour accompagner Elitis à travers votre savoir-faire technologique. Quelles ont été les opérations que vous avez engagées pour contribuer à ce projet? Effectivement, on a eu la chance d'être retenu par l'équipe de Thierry pour l'accompagner dans ce qui pouvait à l'époque sembler être un rêve en couleur. Je dirais que, on va dire qu'à l'époque, il fallait faire effectivement sans faire plus cher. Donc nous, on est parti de nos solutions standards que l'on a adaptées, et je dirais qu'on a réussi à tenir le challenge parce qu'on a surtout passé beaucoup de temps à la programmation, l'ajustement, le choix des programmes et la répartition des différents points de mesure pour mesurer en permanence les résultats et démontrer que le bâtiment, la conception du bâtiment, et ce n'est pas, je dirais, nos outils, c'était vraiment le bâtiment qui lui-même, par lui-même, était positif, mais nos outils servaient surtout à mesurer et à démontrer ce fait. Voilà. Thierry Bièvre, vous nous avez fait un joli cadeau, on parle de la tour Elitis Danube, je crois que c'est encore mieux si on la regarde à travers les images que vous nous avez mises à disposition, on vous en remercie. Et avec peut-être votre commentaire, pourquoi pas, soyons fous. Donc là, on aperçoit ce bâtiment donc, conçu de manière bioclimatique, très effilé au nord et beaucoup plus ouvert sur le sud. Il accueille 1400 m² de panneaux photovoltaïques qui sont parfaitement intégrés par l'architecte, cabinet XTU, qui a su donc, jouer on va dire, de ces contraintes pour pouvoir nous livrer un bâtiment qui reste, en fin de compte, une œuvre de logement. On voit une forme de frugalité de la tour par rapport à l'espace donc au sol, puisque on utilise simplement 600 m² au sol, mais la forme de la tour, c'est à peu près 400 m², donc pour 63 logements, 900 m² de bureaux, donc on utilise peu de sol, peu d'artificialisation, donc c'est très intéressant. Là, on voit le cœur social, qui est aussi un objet très intéressant sur nos tours, là où on crée en fin de compte un effet de communauté, on va dire, pour créer du bien-être et du vivre ensemble. Là, on voit les panneaux donc photovoltaïques voilà, qui sont disséminés un petit peu sur la façade. C'est un bâtiment très éclairé. Je ne sais pas si on va voir quelques images de l'intérieur, puisque un bâtiment et un logement, c'est tout d'abord un lieu de confort. Donc voilà, on voit quelques images avec les panneaux photovoltaïques sur le toit. Voilà, toujours ce cœur social qui est un lieu très fréquenté et donc voilà, qui est mis à disposition de l'ensemble des locataires de cette tour. On revoit en fin de compte cette tour très effilée au nord pour lutter contre les effets du vent et beaucoup plus ouverte sur le sud pour profiter du rayonnement solaire et donc fabriquer donc cette énergie qui nous permet en fin de compte d'avoir ce bilan donc positif à la fois donc sur la facture d'énergie mais également kilowattheure et donc en empreinte carbone. Donc ça c'est très intéressant. L'intérêt de vivre dans une tour, voilà, c'est ce qu'on découvre ici. Regardez, on va dire les éléments de confort, énormément de lumière naturelle, beaucoup de vues, l'horizon comme jardin, si j'ose dire. Donc voilà, c'est bien évidemment un bâtiment très instrumenté avec donc de la domotique, voilà, une qualité de vie et une qualité d'usage qui est importante, justement pour servir l'intérêt de l'usager, lui faire comprendre que le bâtiment est là pour l'aider à accomplir lui-même aussi le geste qui va prolonger en fin de compte donc l'action des ingénieurs vers un usage à énergie positive. Je retiendrai l'horizon comme jardin. C'était voilà. Très joli. Merci pour ces magnifiques images, en tout cas, qui reflètent à la fois l'enjeu et les défis de ces projets qui deviennent maintenant réalité très très concrète. Je reste un instant sur la partie technique, si vous voulez bien, Stéphane Marcinac. Quels sont les 2 ou 3 exemples d'outils de gestion technique du bâtiment qui sont embarqués dans un bâtiment comme celui qu'on vient de visiter rapidement? Quelles sont leurs caractéristiques? Et je vais même pousser un peu plus loin ma question. Quelle est la philosophie qui se cache derrière cette offre de produits ou de services que vous mettez en œuvre? La philosophie, c'est déjà d'accumuler la donnée qui va nous permettre d'améliorer encore le fonctionnement.
Hein. Ça, c'est l'objectif. Alors, après, concrètement, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, ce sont des automates, des capteurs, mais c'est surtout d'accumuler un savoir-faire ou une utilisation pour encore améliorer. Voilà. Patrice Barbel, un commentaire peut-être. Prenons un peu de hauteur universitaire. Ces images, elles vous inspirent quoi? Alors là, je dirais, c'est ce que vous avez dit, il y a une performance de l'enveloppe, il y a des systèmes performants. Donc on voit bien du point de vue bâtimentaire, on est capable d'aller vers ce bâtiment énergie positive. Après se pose la question des activités embarquées, entre guillemets, c'est-à-dire que globalement, dans l'énergie, il y a deux enjeux. Hein. Il y a l'enjeu de l'énergie pour le bâtiment en tant que tel et l'énergie pour les activités que nous menons au quotidien. Donc là, on voit bien que ça nous oblige aussi à aller vers un contrôle de cette énergie-là. Donc, quelque part, on prend aussi du contrôle sur l'activité. Donc, il y a vraiment un questionnement autour de ces enjeux-là. C'est-à-dire que dans cet enjeu de contrôler, c'est aussi planifier, anticiper. Donc, on sent bien que les modes d'habiter nécessitent d'avoir un autre mode d'organisation. On sent bien qu'on est obligé de synchroniser nos activités à la disposition de l'énergie, par exemple. Parce que si on est là avec des panneaux photovoltaïques, ce sont des panneaux qui produisent plutôt le jour. Donc après, si on veut être dans une logique de production directe, ainsi. Donc ça veut dire que derrière le mieux vivre, parce que c'était aussi une de vos interrogations, c'est qu'à un moment donné, on va être dans une logique de contrat aussi. Donc c'est là où on voit la difficulté aussi dans la capacité à reprendre le contrôle. C'est vrai qu'avant, n'importe comment, on était dans une énergie, faut être relatif, dans une énergie subie. Les années 60 nous a amené aujourd'hui, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on ne maîtrise plus notre facture énergétique, donc on est vraiment dans cette énergie subie. Aujourd'hui, on passe sans doute dans une énergie active, mais il faut rester dans cette frugalité qui permet sans doute de construire de nouvelles valeurs, qui sont plutôt à aller regarder du côté des objectifs de développement durable, du côté de la RSE, pour qu'on puisse construire cette qualité de vie et cette durabilité qui me paraissent importantes. Mais si on est, par exemple, là, on est quand même dans des bâtiments, je dirais, de type professionnel, on n'est pas dans le résidentiel pur et dur. Alors, oui, à Strasbourg, au sens, alors justement, je vous en prie. Au sens du propriétaire, au sens du propriétaire. Donc là, on a un propriétaire qui est plutôt, je dirais, un propriétaire professionnel. Donc c'est l'articulation là qu'on peut avoir justement entre l'habitant et le propriétaire de premier niveau. Et là, c'est important de regarder en effet comment, à ce moment-là, les interactions sont à l'œuvre. Alors justement, Thierry Bièvre, je voulais qu'on revienne sur les images et ce que vous nous avez expliqué. Quels sont les premiers résultats que vous enregistrez, les premiers bilans de l'exploitation de ce bâtiment intelligent? Quelles conséquences sur les comportements aussi? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Bien évidemment. Donc aujourd'hui, c'est une réussite qui dépasse les ambitions même des ingénieurs, puisque on avait évalué donc le fonctionnement de ce bâtiment avec une facture d'énergie en euros aux environs en moyenne de 80 € par an par ménage, oui. Tous usages confondus, je précise tous les usages, que ce soit l'électroménager, le multimédia, les ascenseurs, tout. 80 €, ce qui est quand même pas cher. C'est pas mal quand même, je l'avoue. Et in fine, au bout de 3 ans de retour d'expérience, de mesures, on obtient une moyenne qui est légèrement inférieure. On doit être aux environs de 60, 65, 69. Ça dépend un petit peu, on va dire, où on se situe dans l'année quand on fait la mesure. Et on a surtout 6 ménages sur 10. Et là, c'est intéressant à relever. Qui ont une facture énergétique inférieure à 0. Et cette moyenne-là, si on prend les 6 ménages sur 10 les plus performants, on va dire en moyenne dans cette tour, c'est moins 36 € de facture d'énergie. Donc je vis dans un bâtiment confortable, je me chauffe mieux, puisque la température mesurée sur les 3 années pendant les périodes d'hiver, c'est un peu plus de 22 degrés, donc il y a un petit effet rebond, mais sans conséquence, en fin de compte, pour le climat, pour l'émission de gaz à effet de serre. Et en plus, j'ai un chèque dans ma boîte aux lettres à la fin de l'année. Exactement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on délivre le confort, quand on délivre un message, on amène l'usager en fin de compte à se responsabiliser, à devenir en fin de compte l'acteur
de cette performance énergétique. Et on peut les féliciter d'ailleurs au travers de ce... On a justement quelques usagers qui ont répondu à des questions de journalistes. Comment vous vivez ça? Comment vous vivez ces évolutions? Pardon. On a l'impression qu'ils sont heureux. Je vous laisse découvrir ces quelques témoignages. Ma consommation annuelle, c'est 56 €. Et nous, notre facture à l'année énergétique est de 26 €. Ma facture, comme on voit ici, ce sera de moins 12 €. Et moi, la mienne, c'est moins 52 €. Je suis sorti de chez moi et j'ai oublié d'ouvrir les volets. Et l'application me notifie que je peux profiter de la lumière et de la chaleur naturelle. Donc, à distance, je peux ouvrir les volets. On a une application d'usage qui nous permet de contrôler tout ce qui est propre à la domotique. Par exemple, de l'appartement ici, on a paramétré l'ouverture et la fermeture automatique des volets pour éviter d'avoir le soleil dans les chambres tôt le matin et elle se réouvre plus tard dans la journée. Dans la tour, on est une petite communauté et on a la chance d'avoir un lieu de vie qu'on appelle le cœur social, qui est notre terrasse partagée tout en haut de la tour. On a de la chance que ce soit en rooftop avec une très belle vue sur Strasbourg et c'est ce qui nous a permis de tous nous rencontrer, de nous connaître, d'échanger. Et grâce à ça, on a pu développer un groupe WhatsApp sur lequel maintenant tous les résidents sont et on peut s'échanger, s'inviter, faire des jeux de société, des sorties. Patrice Barbel, au-delà de ces témoignages très réjouissants, évidemment, ces images m'interpellent aussi sur un point un peu particulier que je voudrais vous soumettre. On est d'accord, toutes ces informations, elles sont recueillies, centralisées, analysées, exploitées. Vous me voyez venir, j'imagine. Est-ce qu'il n'y a pas là une difficulté aussi, voire un risque sur la question de la gestion de ces données? D'une certaine manière, on va observer un peu comment je vis, comment je me comporte. La protection des données, tout ça, c'est un sujet aussi? Oui, alors vous l'avez dit, je pense que la limite c'est sur la centralisation, je crois. Que doit-on amener à ce niveau-là de réflexion? Moi, forcément, c'est un sujet qu'on peut développer, mais la piste, moi, c'est entre identification et authentification. Je crois que quand on comprend ces deux perspectives, l'identification va vers la centralisation et l'authentification est toujours très localisée. Donc en permanence, c'est d'avoir ça à l'esprit, qu'est-ce qui est nécessaire au local, qu'est-ce qui est nécessaire de remonter au niveau plus global. Parce que ce qui est problématique, c'est plutôt le croisement des données, en fait. Ce n'est pas la donnée en tant que telle, c'est la capacité à croiser des données. C'est ça qu'il faut avoir en vigilance. On le voit bien avec des réseaux sociaux. Et vu qu'aujourd'hui, on est en train de positionner le bâtiment comme plateforme de service, eh bien, potentiellement, il y a des enjeux de ce type-là. Tant du point de vue des habitants que d'ailleurs du point de vue des employeurs et des salariés quand on parle d'entreprise. Donc pour moi, il y a un enjeu à la fois de bien séparer la dimension professionnelle de la dimension, je dirais, personnelle, domestique, en quelque sorte, et aller vers vraiment des enjeux qui sont autour de beaucoup plus de démocratie pour pouvoir justement penser ces données et comment on va les articuler. Stéphane Marcinac, sans vouloir aller trop sur des sujets de cybersécurité, est-ce qu'on peut quand même apporter quelques éléments sur ce plan? C'est important, la sécurité. Oui, mais je vais me permettre de rebondir un peu sur ce que vient de dire M. Barbel. Je dirais qu'effectivement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect cyberattaque, mais il y a aussi l'aspect gouvernance. Je dirais que nous, par exemple, on travaille aujourd'hui beaucoup sur la mise en place de gouvernance de digitalisation avec la fondation de l'Université Paris 10, Paris-Nanterre, et pour un peu éduquer aussi les gens. Après, il y a l'aspect cyberattaque que vous décrivez, et effectivement, les solutions pour prévenir une cyberattaque, c'est de mettre en place des routines ou des boucles qui permettent de vérifier continuellement ou le plus souvent possible les installations techniques, puisque c'est à travers ces installations techniques que sont souvent causées ces cyberattaques, mais c'est aussi au préalable de bien respecter les règles de l'art quand on travaille sur un tel projet. Voilà, en respectant les normes en place et les normes en vigueur actuellement, qui est surtout orienté sur l'automatisme industriel. On s'inspire de ce qui est fait en automatisme industriel pour l'appliquer à l'industrialisation du bâtiment. Alors je propose qu'on regarde ces quelques images que vous avez eu la gentillesse, vous aussi, de nous mettre à disposition. Elles sont explicites sur le sujet, justement.
Si vous êtes responsable de la sécurité des données, vous vous souciez sans doute des risques qui les concernent, comme l'accès non autorisé aux données ou leur manipulation. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Découvrez l'histoire de Paul et la façon dont il a résolu ses problèmes de sécurité. Paul est le Facility Manager de l'hôpital de sa ville. Il souhaitait disposer d'un système moderne et ouvert d'automatisation des bâtiments avec l'utilisation de l'IoT et du cloud. Mais il avait les mêmes préoccupations que vous. Voici donc ce qu'il a fait. Avec Modulo 6, la dernière génération de systèmes d'automatisation de bâtiments, Sauter propose des solutions concrètes. La gamme Modulo 6 a été conçue en premier lieu pour répondre aux problèmes de sécurité d'aujourd'hui, car elle est équipée d'une protection intégrée qui répond aux enjeux du monde numérique actuel. Paul garde à tout moment le contrôle des accès au système d'automatisation du bâtiment. Grâce à la gestion des accès basée sur les profils utilisateurs, Paul peut facilement attribuer à ses collaborateurs les droits d'utilisation nécessaires. L'unité de gestion locale intègre une séparation de réseau. Le réseau du bâtiment est séparé d'Internet par son interface réseau spécifique. Le cryptage, l'authentification et la protection des accès sont garantis par des technologies éprouvées, par exemple TLS 1.3. Ce qui permet de bien protéger les interfaces réseau contre les attaques appelées déni de service dans la couche d'automatisation. Ainsi, les processus peuvent être observés, limités, isolés ou même interrompus si nécessaire. Paul a accès au serveur web intégré grâce à une communication cryptée depuis chaque poste de travail. Modulo 6 est optimisé pour BACnet Secure Connect. Avec BACnet Secure Connect, l'échange de données entre les unités de gestion locale est crypté. Cela permet de protéger les données traitées par Paul et de garder le système ouvert à de futures extensions. Et cela toujours sous le contrôle de Paul. Modulo 6 utilise également la technologie blockchain pour sécuriser l'intégrité des données. En connectant les unités de gestion locale d'un réseau de bâtiments, on crée un circuit blockchain qui peut être connecté soit à un hub central, soit au cloud. Nous avons pris soin de baser le concept de sécurité de Modulo 6 sur les dernières normes internationales en matière de cybersécurité. Et sans aucune complication technique, nous remplissons les 7 exigences fondamentales conformément à la norme internationale. Avec Modulo 6, Paul a l'assurance que son hôpital dispose d'une protection adaptée aux enjeux du monde moderne. Et vous pouvez faire de même. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que Modulo 6 peut faire pour votre entreprise, veuillez consulter notre site Internet. La sécurité dès la conception, par Sauter. Thierry Bièvre, plus globalement, quelles sont les limites et les risques liés à la gestion des données centralisées, automatisées dans le bâtiment 4.0 ? Qu'elles échappent à leurs propriétaires, parce que les propriétaires, en fin de compte, dans ces bâtiments, ce sont les usagers, en réalité. Et donc, il faut pouvoir scinder, en fin de compte, ce risque et restituer une partie du bénéfice, en fin de compte, de cette data. Donc, alors, sous quelle forme, je ne sais pas encore, mais aux usagers. On le voit aujourd'hui dans le cadre de notre bâtiment. Ce bénéfice, il est direct, puisqu'ils retrouvent eux-mêmes donc, la capacité, avec cette information, de pouvoir réduire leur facture d'énergie, puisqu'ils savent s'il faut, plutôt que d'arrêter le chauffage, ils savent quels sont les leviers en fin de compte, sur lesquels ils vont pouvoir agir. Moi, je pense que le danger, il est ici. Et puis, moi, je pense qu'il faut être aussi très prudent en fin de compte sur le fait qu'on soit capable en permanence de protéger nos données. Je pense que donc depuis la naissance de l'humanité, il y a toujours eu des invasions. Et donc toutes les technologies donc seront contournables, donc il va falloir aussi une supervision, une qualité d'usage et puis enfin, voilà, une intelligence humaine derrière malgré tous ces bâtiments. Pour rassurer. Patrice Barbel, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque lié à la fracture numérique? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine catégorie de population qui risque d'être exclue? Alors, quand on parle de fracture numérique, moi je crois qu'il faut savoir de quoi on parle. On pourrait dire la fracture numérique, d'ailleurs on vient un peu d'en parler, en 4 points. Il y a des enjeux en effet d'inégalité économique et sociale sur l'accès à l'acquisition. Il y a donc aussi sur l'accès à la fois à l'information, aux équipements, etc. Je crois que ça c'est important. Il y a aussi les types d'usage et les dynamiques d'usage qu'on va être capable de mettre en place, parce que pour pouvoir contrôler ces données, ça nécessite en effet de cerner certains sujets d'appropriation. Justement, ces modalités d'appropriation vont beaucoup dépendre de ce qu'on pourrait appeler d'une compétence d'usage en fait, parce qu'on n'est pas dans le champ professionnel, on est dans le champ du quotidien, donc on n'est pas forcément formé pour ces sujets-là. Et puis on s'est aperçu qu'il n'y a pas forcément de transfert
En termes de compétences d'usage, on peut utiliser les technologies pour téléphoner, mais ce n'est pas pour autant que si je sais utiliser mon téléphone, je saurais complètement comprendre les problématiques du bâtiment intelligent, parce que derrière, il y a quand même des concepts sous-jacents. Donc, comment je rends disponible ça à l'usager? Et ce qui amène à un moment donné, justement, à avoir une efficacité des usages. C'est ce que vous avez un peu dit, et qui va faire qu'à un moment donné, on va trouver les effets leviers pour pouvoir atteindre les objectifs dans lesquels on est. Alors, derrière ça, on peut aller un peu plus loin parce que derrière ces enjeux-là, on le voit bien déjà, j'ai repris quelques bouquins avant de venir des années 80 quand on parlait de domotique. Moi, je crois ce que je sens derrière ça, c'est qu'il y a quand même un enjeu d'industrialisation de l'économie domestique qui est fortement présente. À l'époque, je crois qu'on parlait d'industrialisation familiale. Vous voyez, on a un peu quand même tous ces concepts-là qui sont là depuis très longtemps. Il y a un enjeu de prolétarisation qui peut potentiellement se faire, parce que sur les enjeux économiques, on voit bien, c'est la gestion de l'espace à travers Airbnb, c'est l'autopartage. Et là, moi, des questions, on peut avoir le même phénomène sur l'énergie, globalement, une sorte d'ubérisation, entre guillemets. On pourrait faire un colloque là-dessus, on est d'accord. On est d'accord, mais on voit bien que... Alors moi, je vois l'heure qui tourne, je suis désolé, mais j'aurais jamais dû vous poser cette question, mais vous êtes passionnants, messieurs, pardon, d'être un peu impertinent, mais j'essaye d'avancer aussi, parce que je voulais encore demander, notamment à M. Marcinac, quelques exemples de cas très concrets, d'outils que vous mettez en place. Au service de l'imotique, vous avez un exemple, je voudrais qu'on le regarde et on le commente, si vous voulez bien. D'accord, ok. Vous connaissez ça. Le soleil brille sur l'immeuble et ses bureaux. Les stores s'abaissent pour baisser la luminosité dans les bureaux. Votre place de travail, elle, est à l'ombre et donc absolument pas concernée par ce besoin. Par exemple ici, le bureau de Roman Berger est complètement à l'ombre et donc totalement privé de la lumière du jour. Néanmoins, les stores ont été automatiquement baissés. Monsieur Berger ne comprend pas cette fonction. Le soleil est actuellement caché derrière un bâtiment adjacent et cet immeuble projette déjà une ombre sur les bureaux. Cela n'est pas du tout éco-énergétique et, qui plus est, réduit le niveau du confort de travail. Sauter répond exactement à des besoins de ce genre et vous propose une solution. Smart Shading, la protection solaire hautement sophistiquée. Qu'est-ce que Smart Shading? L'objectif de cette protection solaire haut de gamme est l'utilisation optimale de la lumière du jour. Lorsque le soleil brille, les lamelles sont positionnées avec le bon angle en fonction de l'heure de la journée et de la saison, c'est-à-dire en fonction de la position du soleil. Le rayonnement solaire n'entre ainsi pas directement dans la pièce. Une ligne d'ombre réglable permet en outre de déterminer à quelle profondeur il est souhaité que la lumière du soleil pénètre dans la pièce. Quant aux fonctions automatiques, elles peuvent être désactivées localement à tout moment si nécessaire. Par vent violent, la station météo relève automatiquement les stores et en protège ainsi les lamelles. Smart Shading couvre l'ensemble des fonctions de protection solaire. Protection contre l'éblouissement, en fonction de la luminosité et de la position du soleil, par vue activée en fonction de la luminosité, protection contre l'éblouissement avec correction de l'ombrage. La fonction Smart Shading règle donc automatiquement à la fois l'angle et la position des stores. Elle le fait en fonction de la position du soleil et des facteurs d'ombrage environnants. Et vous savez le meilleur? Smart Shading tient compte de l'ensemble des paramètres. Même le fait qu'un arbre imposant apporte de l'ombre en été et perde ses feuilles en automne. Le Smart Shading, associé au système de régulation du climat ambiant et de l'éclairage, offre une consommation énergétique optimale et garantit à l'utilisateur des conditions de travail idéales. Pour son bien-être, tout simplement. Car Smart Shading est intelligent, modulaire et ouvert. De Sauter. Merci pour cette belle page de pub. Plus sérieusement, Monsieur Marcinac, l'imotique au service de l'économie d'énergie, c'est une très belle démonstration.
C'est une très belle démonstration et cet exemple-là est possible aujourd'hui, mais on a toujours suggéré la gestion des stores, des volets, mais aujourd'hui on tient plus en compte de l'environnement. Il y a une modélisation possible avec les nouvelles technologies de l'environnement et aussi la possibilité de géolocaliser l'installation à l'instant T. Et ça permet encore d'améliorer la performance énergétique. Thierry Bièvre, un commentaire? Génial. Génial, mais vigilance. Laissons aussi la main à l'usager pour qu'il s'approprie son devoir, en fin de compte, d'éco-citoyen. Oui. Aussi, il faut les deux. Il a cette possibilité, effectivement, mais on peut l'accompagner et l'éduquer. Alors Stéphane Marcinac, il y a plein d'exemples, on n'aura pas le temps de tous les aborder, mais il y a notamment celui sur lequel vous êtes très impliqué, je parle de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. L'objectif dans la reconstruction d'un certain nombre d'éléments, de bâtiments, a été bien sûr de réduire drastiquement la consommation énergétique. Quelques mots là-dessus? Oui, alors je dirais que ça c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2010-2011, sur lequel on avait été sollicité par les services techniques de l'aéroport pour optimiser et verdir un petit peu leur utilisation des énergies. Donc petit à petit, on a mis en place des installations, des logiciels de mesure, mais la méthodologie qui a été retenue par l'aéroport, et je pense que c'est très, très important sur l'ensemble de ces projets, c'est d'y aller étape par étape et de ne pas forcément chercher à optimiser l'intégralité d'une infrastructure. Pourquoi? Parce que quand on veut tout faire d'un coup, ça coûte horriblement cher. Et on a un retour sur investissement qui est très long, alors que si on le fait étape par étape, on a une meilleure conscience de son retour sur investissement, plus court, et on prend les bonnes décisions pour améliorer le bâti, les infrastructures, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que nos solutions ne sont pas elles qui vont régler le problème. C'est-à-dire qu'elles vont permettre d'identifier le problème et ensuite de valider les choix qui ont été retenus par les différents propriétaires. Vous êtes en train de parler d'un processus qui permet de faire vivre le dispositif, c'est ça? Donc il y a le choix des matériaux au départ, la gestion d'un projet de construction, etc. Mais derrière, il y a tout ce qu'on appelle la maintenance. C'est ça finalement. Tout à fait. C'est-à-dire c'est d'accompagner dans le temps l'évolution d'un bâtiment. On sait très bien qu'un bâtiment peut être très bien isolé à sa conception, mais il peut perdre de la performance. Et le fait d'avoir ces outils-là permet de mesurer l'évolution de la performance et de mener les actions correctives. Alors ça, c'est également possible. Là-bas, ça a très bien marché, ça marche toujours très bien, parce qu'il y a vraiment eu un autre point qui est très important, c'est une équipe dédiée qui s'est appropriée, en fait, complètement ce service. J'allais vous demander, parce que tout ça nécessite en effet des personnes qui s'en occupent et aussi la compétence nécessaire pour bien comprendre les dispositifs, le système et le faire vivre correctement, entre guillemets, c'est ça. Thierry Bièvre, la compétence, un enjeu majeur évidemment, et c'est pas devant Patrice Barbel qu'on va dire le contraire. Le premier slogan d'Elitis, c'est plus de matière grise pour moins d'énergie grise, donc il est évident qu'il faut mettre un homme avec un grand H derrière, en fin de compte, toutes ces technologies, hein, puisqu'elles sont, ce sont des outils en réalité, ce sont des traits d'union entre ce qui est statique, l'immobilier, et l'usage. Et donc, grâce à cet outil, on rend en fin de compte quelque chose d'immobile, de statique, dynamique. Et donc c'est ça qui nous permet en fin de compte de gagner à la fois sur le confort, sur l'énergie et sur l'empreinte environnementale. Patrice Barbel, vous considérez aujourd'hui qu'on forme suffisamment de compétences opérationnelles pour les dédier à ce genre de projet et d'accompagnement, de maintenance notamment? Alors, si on se base simplement sur la perspective du bâtiment neuf, sans doute, mais l'enjeu pour moi étant sur la rénovation, certainement pas. Là, à la fois, il y a un enjeu de diversité du recrutement, hein, quelque part, vous en avez parlé un instant. Il y a l'enjeu d'articuler le bac-3 vers le bac+5, un peu de manière un peu simple, c'est-à-dire de travailler en termes de filières, d'interfilières, pour pouvoir justement avoir les bonnes approches. Et bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure, simplicité d'installation, d'utilisation et interopérabilité, mais surtout, comme vous le dites un instant, sur les enjeux d'exploitation, parce que c'est dans l'exploitation qu'on va avoir le suivi et l'amélioration continue dont parlait monsieur tout à l'heure. Derrière ça, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est le commissionnement.
Voilà, l'enjeu d'un commissionnement qui est pris en compte dès la conception et qui va jusqu'à dans le cycle de vie du bâtiment me paraît quelque chose d'assez intéressant et permettant de structurer d'ailleurs la formation dans ce bac-3 à ce bac+5. Alors, dans les actions que je mène actuellement, je travaille avec Fibre Énergie dans le cadre du CSF. Et là, l'enjeu, c'est le CSF, c'est le contrat stratégique de filière, entre autres sur les enjeux de formation à travers ce qu'on appelle les campus des métiers et des qualifications. Donc là, qui justement, par nature, articule le bac-3 au bac+5. Et entre autres, il y a au moins trois régions un peu pilotes, parce qu'il y a des PIA, excusez-moi d'être dans le jargon, mais il y a des PIA qui sont donc intermédiaires de l'investissement, etc., sur lesquels il faut avoir des effets de levier. Et entre autres, il y a le Grand Est, à travers le CMQ porté par Strasbourg. Il y a aussi la Bretagne, à travers le CMQ porté par Rennes. Et puis Toulouse, Occitanie, qui est tête de réseau de l'ensemble des CMQ. Alors j'en ai cité 3 parce qu'il y a des PIA, mais dans le domaine de la filière bâtiment, énergie et TIC pour le bâtiment, il y a 7-8 CMQ qui peuvent être cités et qu'il faut mettre en réseau justement pour aller chercher ces enjeux. Mesdames, Messieurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Je surveille en même temps le chat. Pour l'instant, c'est assez calme. Ça veut dire évidemment que nos éminentes personnalités ici sont très claires et complètes, mais n'hésitez pas tout de même à les interpeller si vous le souhaitez. On aura quelques minutes tout à l'heure. Stéphane Marcinac, il y a un autre bâtiment emblématique qui vaut le détour dans notre conversation. J'ai cherché un peu, forcément, en préparant cette émission. Je parlais du Schlumberger Reboot Product Center. Il est installé à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Il embarque une solution alors géothermique ou géoénergétique. Je sais qu'il y a une nuance que vous avez développée chez Sauter, une manière comme une autre de nous parler de votre système modulo 6. On en parle un peu? Voilà, alors en fait, ce qu'il faut surtout mettre en avant, c'est une technologie de géoénergie qui permet de réduire surtout les émissions de CO2. Et que là, c'est quelque chose qui a été développé par la start-up Celsius qui appartient au groupe Schlumberger. Et l'exemple du bâtiment, c'est le bâtiment démonstrateur qui met en avant, qui améliore la performance de chauffage et de rafraîchissement de ce bâtiment, qui existe sur 3000 m², oui, tout à fait. Mais avec une nouvelle technologie qui est inspirée, je dirais, des technologies de forage de puits de pétrole. Et nous, on a là aussi, je dirais que nos solutions, c'est pas nous qui permettons d'obtenir une émission de CO2 réduite, c'est la solution de Celsius, mais on l'accompagne parce que sans nos outils, on ne pourrait pas mesurer ses performances. Du coup, comment Schlumberger est-il assuré de ne pas avoir de dérive en matière énergétique? Je dirais que Schlumberger a mis en place, a utilisé ces outils historiques, Celsius, repris par Celsius, de suivi de performance de production industrielle et mesure en permanence les données grâce aux données digitalisées qui sont renvoyées sur un cloud spécifique pour cette application. On va parler de perspective dans un instant, messieurs, mais je voudrais juste avoir votre vision assez rapide sur ce qui se passe au-delà de nos frontières. On est évidemment, vous avez parlé d'Europe tout à l'heure, Monsieur Bièvre. Patrice Barbel, comment est-ce qu'on se situe en France sur l'IMOTIC en général et son action pour favoriser les bâtiments à énergie positive? Alors, on se compare. En fait, on va dire, dans le domaine du bâtiment, on a plutôt des grands groupes qui sont fortement connus, tant chez les fabricants que chez les constructeurs, comme je le disais tout à l'heure, et qui sont à dimension internationale. Je ne vais pas les citer, mais on les connaît bien. On s'aperçoit que ces grands groupes, j'ai l'impression qu'ils se développent aujourd'hui plus à l'international que même en France, parce que est-ce que le marché français est complètement mature sur le sujet? Donc je crois qu'il y a un enjeu. Parce que derrière la transition énergétique, je disais le plan climat, la RSE, je crois qu'il y a des enjeux autour de la rénovation du bâtiment. On a un savoir-faire, c'est très clair. Il y a des entreprises locales qui le maîtrisent. On a des startups qui essaient de développer aussi des enjeux à venir. Mais c'est le passage à la généralisation. On parle de quelques bâtiments démonstrateurs. Aujourd'hui, c'est passer du bâtiment démonstrateur à une préfiguration de la transition énergétique, c'est-à-dire à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville. Mais pas simplement la ville, c'est les territoires en général. Je y reviendrai tout à l'heure. Et ça, derrière, il faut donner une visibilité, il faut sans doute donner une trajectoire à la transition pour qu'on aille vraiment sur cet enjeu de sobriété lié au bâtiment, parce qu'on le sait, le bâtiment a quand même un poids très conséquent dans ces enjeux de transition. Stéphane Marcinac, votre groupe international est bien placé pour dire comment on est en France. On est bien? Alors en France, je dirais, je vais peut-être faire en France, on est entre les deux.
on va dire. Hein. Je dirais que ce qu'on observe, nous, au niveau international, c'est qu'il y a deux tendances. Il y a l'Europe du Nord anglo-saxonne, qui est beaucoup plus sensibilisée à ces investissements, à l'amélioration du bâti. Hein. Alors pourquoi? Deux raisons très simples. C'est premièrement, le coût de l'énergie, bien souvent, est plus cher que chez nous. Hein. Et le deuxième point, ce sont des gens des investisseurs qui ont une vision à plus long terme de leur patrimoine. Hein. La deuxième partie de l'Europe, je dirais l'Europe plus latine, je dirais et l'Amérique du Nord également, pas que l'Europe, c'est qu'on arrive à faire des choses si on arrive à démontrer qu'il y a un retour sur investissement court. Voilà. Et la France, on est entre les deux. Hein, à savoir, il y a la France du Nord, la France du Sud, ou la France de l'Ouest et la France de l'Est. Je ne sais pas où est la limite. Mais il y a d'autres freins également. Hein. Je dirais qu'il y a des incitations qui sont mises en place pour faciliter ces équipements ou ces solutions, mais elles sont un peu complexes. Hein. Voilà, ça c'est déjà ça. Après, il y a l'autre aspect, il y a un aspect financier. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont pas forcément l'argent pour effectuer ces modifications. Thierry Bièvre, votre avis sur cette question? On pourrait presque imaginer un cap politique un peu plus, je sais pas, un peu plus solide. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas à la traîne. Je dirais même qu'on est au-delà des autres, qu'on va plus loin, parce que on s'adresse à une dimension qui est beaucoup plus anthropologique, sociologique, et on est beaucoup plus créatif. Même si on est capable de créer beaucoup de normes dans notre pays, on est capable aussi, de par notre nature, d'un pays qui accueille beaucoup, d'être très explorateur et d'apporter une vision beaucoup plus humaniste, en fin de compte, au design, à la conception, à l'industrie, et de ne pas se tromper de cible en réalité. Ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les technologies qui sont importantes, ce sont les hommes. Et donc on doit concevoir, industriels, producteurs de bâtiments, concepteurs, des objets ou rénover des objets qui sont tout d'abord au service de l'homme. La gestion centralisée et automatisée est aujourd'hui gérée par des solutions de l'IoT, le mot a été prononcé tout à l'heure, et de plus en plus intelligents, qui tendent vers plus d'autonomie. Vers quoi on va, messieurs, dans les années qui viennent? L'intelligence artificielle va probablement prendre de plus en plus d'importance. On parle de plus en plus du deep learning. Stéphane Marcinac, qu'est-ce que vous en dites? Je dirais que c'est déjà, le deep learning, on l'utilise aujourd'hui, c'est de savoir, on l'utilise pour anticiper et pour éduquer les usagers. Anticiper sur leur consommation, les éduquer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une limite, c'est ce que disait tout à l'heure Thierry, c'était la propriété de ces informations. Et je pense que pour développer tout ça, pour que ça puisse encore mieux se développer et être plus répandu, je pense qu'on doit travailler sur un petit peu la gouvernance de ces données et de ces applications pour, je dirais, rassurer les utilisateurs et s'assurer qu'il n'y ait pas d'intrusion. Thierry Bièvre, il y avait un autre sujet qui m'interpellait en préparant cette émission, c'était l'anticipation des dysfonctionnements, la sécurisation des usages. Là aussi, il y a de belles perspectives, parce que tout ça, il ne faut pas que ça bug, quoi. Il ne faut pas que ça bug, mais justement, autant on doit être dans le low-tech, y compris, on va dire, sur les installations techniques et technologiques, et on doit avoir la même vision dans le domaine du digital, c'est-à-dire qu'il faut donner de l'accessibilité, de la compréhension, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qui est très juste, c'est-à-dire que si tout le monde est capable de se servir de son smartphone aujourd'hui, tout le monde est capable d'aller sur une application WhatsApp, donc voilà, il faut qu'on rende en fin de compte le modèle économique et le modèle vertueux, on va dire, du digital au service du bâtiment, au service de la smart city, de plus en plus adapté et adaptable en permanence, en fin de compte, à une communauté, et que tout le monde puisse s'en servir avec un bénéfice qu'il a choisi lui, pas qu'on lui impose, parce qu'après, là, on rentre en fin de compte dans le Big Brother, et c'est ça qui inquiète de plus en plus. Évidemment. Patrice Barbel, vers quoi nous conduisent les usages et les progrès techniques en matière de gestion centralisée et autonome du bâtiment dont on parle? Alors, en fait, c'est la poursuite de ce que vous dites. Là, moi,
dans ce que je sens comme les signaux faibles, je dirais il y a une méfiance dans les algorithmes aujourd'hui. Hein. Donc ça veut dire que ces algorithmes, on sait qu'ils ne sont pas neutres. Hein, ça dépend de comment. Hein, j'ai été sur les enjeux de la conception tout à l'heure, donc on a bien vu quelles sont toutes l'ensemble des variables qu'il faut prendre en compte. Donc, à un moment donné, de rendre des algorithmes aussi ouverts, hein, qui permettent, peut-être pas tout à chacun, mais au moins, d'un point de vue collectif, d'avoir une maîtrise sur ces algorithmes. Ça permet aussi d'être dans une logique de comprendre où est la logique du service au client, où est la logique du service à l'usager, qui n'est pas tout à fait la même chose, hein, où est la logique du service à l'entreprise qui est autour de ces enjeux-là. Parce que derrière ça, il y a aussi une assignation à un profil, hein, une manière d'utiliser le bâtiment. Et puis, de manière positive, on voit bien que, je vais reprendre cette formule, c'est reprendre le contrôle. À un moment donné, c'est qu'à un moment donné, on ne soit pas, comme on le disait tout de suite, dans la logique du subi. Donc, ça veut dire qu'il faut aller vers une compréhension du besoin et d'articuler un certain nombre d'éléments autour de la conception et comment on arrive à l'efficacité qu'on est en train de rechercher. Alors, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, j'ai un rôle aussi sur l'enjeu de la rénovation des campus. Je vous invite à aller regarder les travaux qu'on a fait dans l'initiative PIC 2030 et on a développé 7 leviers. Je ne vais pas développer, mais je vous incite à regarder 7 leviers dont on est largement sur les sujets qu'on porte, mais aussi les enjeux liés à la mobilité, par exemple, hein, qui sont hyper importants pour comprendre comment on s'organise dans le bâtiment, comment on fait jouer le bâtiment, comment on fait jouer le numérique, comment on est aussi, en tant que propriétaire de l'infrastructure, moi je crois que c'est important de revenir, mais propriétaire exploitant, capable de reprendre le contrôle à la fois sur ses coûts et sur ses investissements pour pouvoir répondre à ses missions. Sur quel site on trouve ces informations? On peut les rappeler? Vous faites PIC 2030, P2EC 2030, conférence des présidents des universités. Sinon, on vous téléphone. Oui, voilà. Messieurs, peut-être pour résumer les choses, car je vois que le temps de notre conversation, il est écoulé, évidemment, mais c'est passionnant. On a en point de mire quelques questions du public, assez timides aujourd'hui, mais je crois que c'est grâce à vous, finalement. On a parfaitement compris que le bâtiment 4.0, et notamment le bâtiment à énergie positive, c'est assurément une question de conception, d'ingénierie, de technologie, d'interopérabilité aussi, j'ai entendu, de centralisation, d'automatisation des fonctions pour atteindre les objectifs dont nous parlons. Mais comment on passe de cette étape dont on voit aujourd'hui qu'elle est maîtrisée, sous certaines conditions bien sûr, vous l'avez parfaitement expliqué, au réseau de bâtiments à l'échelle un peu plus vaste, la ville, celle d'un territoire qualifié d'intelligent pour limiter l'extension, stopper les usages uniques et les optimiser sur un plan peut-être plus collectif. Une minute chacun, je sais que ça pourrait là aussi être l'objet d'une discussion beaucoup plus vaste. Thierry Bièvre, par exemple. Un bâtiment neuf peut être au service d'une communauté de bâtiments. C'est-à-dire que dans la ville ancienne, parfois, on ne va pas pouvoir trouver les moyens techniques ou technologiques pour pouvoir améliorer, on va dire, ce bâti. Donc, on peut très bien avoir un bâtiment qui communique à la fois son énergie ou ses informations à son environnement et lui permettre, en fin de compte, de manière communautaire, on va dire, de bénéficier, en fin de compte, de cette énergie gratuite. Ça, je pense que c'est important. Il y a aussi, on va dire, le côté transdisciplinaire, on va dire, de la Smart City, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais d'énergie quand j'en ai pas besoin, j'ai de la mobilité à mon pied, donc je peux recharger une voiture, je peux peut-être utiliser aussi la mobilité comme ressource de stockage pour pouvoir ensuite utiliser cette énergie dans le cadre de ma cuisson ou un autre usage. Donc vous voyez, tout ça, c'est forcément, on va dire, quelque chose, on va dire, qui doit être raisonné à l'échelle de la ville et non pas simplement à l'échelle du bâtiment. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et donc en ouvrant la porte des bâtiments à énergie positive, on peut commencer à penser à la ville positive. Stéphane Marcinac, votre vision? Je dirais qu'il y a des tas de moyens disponibles et des tas de solutions, mais je pense que le grand virage, on le fera quand les gens seront éduqués ou quand ils auront une autre façon de penser, peut-être savoir qu'ils peuvent utiliser et avoir une meilleure connaissance de ces services. Aujourd'hui, je pense que c'est là où le bas blesse. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui manque alors? Qu'est-ce qui manque? C'est alors, soit une évolution, je dirais, de la société, ou soit, je dirais, une meilleure formation, une meilleure information, une meilleure éducation de l'usager pour lui permettre de s'approprier tout ça. Patrice Barbel?
Alors, moi, si je fais un petit retour en arrière, on avait, années 80, on parlait beaucoup de domotique, imotique, et d'ailleurs on l'utilise encore aujourd'hui. On était plutôt centré sur la maison, sur le chez-soi, sur le confort. Après, on a parlé d'habitat intelligent dans les années 2000, 2020, de ville intelligente. À Rennes, on avait créé justement un colloque TIC et Cité en 2003 où on interrogeait ce terme-là. D'ailleurs, on avait plutôt, nous, avant qu'on parle de ville intelligente, on avait parlé de cité, parce que ça permet peut-être de déconstruire un peu ces différents territoires, hein, parce qu'on parle de smart city, il y a city aujourd'hui. En anglais, on parle aussi de Smart District, c'est intéressant parce que ça permet d'associer toutes les formes d'urbanisation. Ce que moi, j'aurais tendance peut-être pour répondre, on a besoin de proximité aujourd'hui. On a besoin de faire du lien en local. On parlait d'emploi, etc., les emplois de proximité. Donc pour moi, peut-être l'évolution, c'est la dimension du quartier. Hein, quand je dis quartier, ça peut être 15 000 habitants. Hein. Moi, j'habite dans un quartier que je considère de 15 000 habitants, d'à peu près 5 000 logements. Donc, pour moi, ça permet de dire que là, il peut se passer des choses. Hein. Vous avez parlé d'applications locales, on voit de plus en plus de choses comme ça. La vie de quartier, on a besoin de la renouveler. On parle aussi de ville du quart d'heure. Hein, je parlais de mobilité, etc. Il y a tous ces enjeux-là qu'il faut regarder. Et à ce moment-là, on est dans les logiques de services de proximité et d'articuler les différentes échelles. Et avec le Covid, on a bien vu qu'à un moment donné, on est en train de réarticuler ces échelles. Parce que derrière ça, pour moi, je dirais, c'est un enjeu d'économie sociale et solidaire. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui maturait encore. Je n'ai pas osé interrompre. Parce que pour pouvoir peut-être créer, selon vous, ce que j'appellerais moi un peu de la confiance sur les territoires, hein, c'est comment on reconstruit des biens communs, je crois, sur les territoires. Hein, et l'enjeu du bâtiment énergie positive permet de repositionner un certain nombre de valeurs autour de ces enjeux du collectif. Je crois que je vais remettre 2-3 pièces pour qu'on reste une heure de plus ensemble, parce que c'est vraiment, vraiment passionnant. On avait promis de prendre quelques questions de notre public. Messieurs, si vous en êtes d'accord, on va se focaliser sur les 3-4 questions que j'ai vues apparaître. Vous avez évoqué le Covid. Alors justement, le Covid-19 a-t-il eu un impact sur les évolutions dont on parle? Qu'a-t-on pu observer pendant cette période au regard de la thématique que nous discutons? Je vous laisse peut-être rebondir, mais tout le monde, évidemment, peut voilà, moi, je vais prendre l'exemple des universités. On voit bien que pendant le Covid, ça a réinterrogé la relation à l'espace, hein, puis la relation aussi au mode d'apprentissage et le rôle du numérique dans ces éléments-là. Et donc, la question de l'espace, aujourd'hui, devient encore plus prégnante, parce qu'on a besoin de ces espaces pour être ensemble. On en a parlé pour cette conférence. On a dit, heureusement qu'on n'est pas en visio. Heureusement, au moins, il nous manque le public, malgré tout. Donc, on sent bien que la question de l'espace est aujourd'hui quelque chose d'essentiel pour le devenir de nos activités humaines. Notre public nous suit, on le salue. Thierry Bièvre, peut-être le Covid, finalement, cette pandémie, cette période. Le Covid nous a permis de comprendre que demain, le mono-usage, c'est aussi un gros effet de carbonation de notre société, qu'on doit réfléchir à des bâtiments, on va dire, qui puissent évoluer en permanence. C'est pour ça que moi j'aime bien parler d'habitat bio, c'est-à-dire un habitat qui puisse évoluer en fonction des désirs de la société et de tout événement, que ce soit un événement climatique, un événement sociologique ou voire un événement sanitaire. Et plus on réfléchit à ça, plus en fin de compte on se prépare justement à avoir des bâtiments qui soient accueillants, qui créent du mieux vivre ensemble, une forme de social écologie, voilà, à débattre et à poursuivre grâce à l'énergie positive, mais surtout à la positive building ou la positive attitude. Voilà. Stéphane Marcinac, votre sentiment? Je dirais le sentiment... Les choses ont bougé, les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé, surtout dans la compréhension. En fait, nous, ça fait, je donne un exemple concret, ça fait des années qu'on sait faire à distance du contrôle, de la prise en main. On avait des clients qui, avant, nous appelaient dès qu'ils avaient un problème, ils voulaient absolument voir quelqu'un sur le terrain. Et quand on leur disait, est-ce qu'on a la possibilité de se connecter à distance pour diagnostiquer? Non, vous nous envoyez quelqu'un. Et par rapport au Covid, en fait, c'était qu'on nous disait, on vous envoie quelqu'un. Non, il n'a pas la possibilité de se mettre à distance pour voir le problème. C'est-à-dire que, en fait, les gens ont pensé à leur protection et ça leur a permis d'intégrer les possibilités technologiques. Et je dirais que nous aussi, ce qu'on a vu, mais ça, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur le tertiaire. Aujourd'hui, et on voit un basculement beaucoup plus vers le résidentiel, le retour du résidentiel par rapport à un développement tertiaire qui s'est fait très rapidement. Voilà. Une autre question très intéressante aussi, comment sont conçus dans leur philosophie les outils mis à disposition de l'usager? Est-ce que vous faites
appel à des spécialités particulières comme la psychologie, le marketing ou d'autres. Je vous regarde parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, tout à fait. Moi, j'ai renversé la table en embauchant des sociologues dans mon entreprise il y a 15 ans maintenant. Et c'est ça qui nous a permis, en fin de compte, de se poser les bonnes questions du pourquoi et pour qui fait-on les choses et non pas du comment. Ça, au départ, c'était un petit peu compliqué, parce que, voilà, mais d'une manière générale, eux-mêmes ont profité de ça et aujourd'hui, ils comprennent qu'ils ont beaucoup plus de réponses à offrir qu'avant, où ils étaient dans le mimétisme, ils reproduisaient. Et donc, la sociologie est très importante et dans le cadre de l'application qu'on a mise à disposition d'ailleurs sur la tour Danube, on a travaillé avec un laboratoire d'anthropologie d'une université pour définir les routines qui permettraient, en fin de compte, à engager l'éco-citoyenneté sans qu'elle soit dirigée. C'est-à-dire que l'outil, en fin de compte, soit vraiment un outil au service, on va dire, d'un usage et non pas quelque chose, on va dire, comme un livre de recettes. Il faut commencer par ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et donc, ça, c'est du vrai deep learning. Parce qu'en fin de compte, c'est s'adapter, en fin de compte, à la façon dont on vit dans un logement et on n'a pas à juger du comportement des gens. On a simplement à les aider à réfléchir sur eux-mêmes et donc d'être conscients qu'ils ont le pouvoir de faire changer les choses. Monsieur Marcinac, vous souhaitez… Alors, je dirais que nous, c'est surtout dans la conception, en fait, on essaye de retenir l'aspect didactique. Il faut que ce soit auto-apprenant et on a de plus en plus impliqué, je dirais, nos formateurs qui avaient vraiment le retour terrain dans la réflexion de la conception de nos produits. J'ai une autre question, comment mieux accompagner l'investisseur dans la gestion de son actif? Là-dessus aussi, je pense que vous avez une Moi, je travaille actuellement justement avec nos investisseurs pour que sur le même périmètre, c'est-à-dire ce qui va être utile à l'usager, eh bien, on puisse additionner des briques sur le property et l'asset management. C'est-à-dire qu'on diminue, en fin de compte, les effets dominos qui font que, voilà, quand on a un ascenseur qui est en panne, il faut 3 jours pour qu'il soit réparé. Quand il y a une fuite d'eau, c'est la croix et la bannière pour trouver, on va dire, l'intervenant. Tout ça, ça peut être mis donc, en musique de manière très rapidement autour d'une seule et même plateforme. Et donc ça, je pense que ce sont des événements de progrès qui peuvent aussi permettre de réduire les coûts induits, c'est-à-dire ceux qui sont inutiles, qui ne créent rien, ils ne créent pas de valeur, vers des coûts productifs, donc sur la qualité de vie, sur le loisir ou d'autres choses. Monsieur Barbel, vous souhaitiez réagir à cette question? Pas forcément, mais… Oui, si, je l'ai un peu dit déjà, c'est que si on va vers l'enjeu de la rénovation, c'est, je dirais, moi, transformer une dette technique en dette d'investissement, quelque part, pour pouvoir regarder sur le cycle de vie du bâtiment, quels sont les leviers qu'on peut effectivement regarder, entre le niveau d'investissement, quelle temporalité on met en œuvre les cycles de rénovation et quel type de performance on est en train de chercher. Et là, je crois qu'on peut trouver un modèle économique. On a commencé à répondre c'est la dernière question que je prendrai. Merci en tout cas de vos contributions. Est-on certain que l'éco-responsabilité des usagers se développe grâce au bâtiment 4.0 ? Je vous regarde vous d'abord, Patrice Barbel, je ne sais pas, comme ça. Alors, en fait, je crois qu'on a un peu posé aussi cette question dans le moment. Quand on parle d'éco-responsabilité, c'est quelle est la place vous parliez de gouvernance à un moment donné. Moi, j'ai parlé de démocratie. Je crois qu'on parlait un peu la même chose avec deux mots différents qui se complètent. Je crois que c'est là. Et si on les positionne par rapport aux enjeux sociétaux qu'on est, et entre autres, je dirais, la mère des transitions, qui est quand même l'enjeu plan climat, on sent bien que là, il y a une mobilisation, je dirais, collective, et l'échelle du quartier, pour y revenir, je pense peut être un bon élément, à la fois pour lier à la fois les collectivités, les citoyens, les entreprises, dans une synergie, dans une logique d'écosystème pour trouver des solutions. Cette réponse vous convient, messieurs? Moi, j'ajouterais une chose, un mot, bénéfice. Bénéfice, qualité de vie, bénéfice d'usage, bénéfice monétaire, c'est ça qui fait bouger les citoyens. C'est-à-dire que quand je suis bénéficiaire, je gis. Et donc si j'arrive à comprendre qu'en agissant, je suis encore plus bénéficiaire, directement, indirectement par l'héritage que je laisse, je suis un meilleur acteur. Et je pense que l'outil, le digital, c'est ça en fin de compte son fondement. C'est une colonne vertébrale qui doit être à côté de l'usage. Ça ne doit pas remplacer, on va dire, l'usager. Ça doit, en fin de compte, l'accompagner et l'aider à être toujours conscient et au pouvoir. Parce que ça, c'est important. Le mot du pouvoir aussi. J'ai le pouvoir, je contrôle. Ce n'est pas la machine qui me contrôle, c'est moi qui la contrôle.
Monsieur Marcinac, sur cette question de l'éco-responsabilité. L'éco-responsabilité, en fait, ça sera le passage du bâtiment, ce qu'on disait, bâtiment 4.0 au bâtiment 5.0. À savoir que le 4.0, c'est effectivement toutes les évolutions technologiques, et le 5.0, c'est l'éducation de l'usager, ou la prise en main, la prise de responsabilité de l'usager. Vous m'avez volé la dernière question que je voulais vous poser en conclusion, parce que justement, je voulais vous amener là-dessus, parce qu'on parle de bâtiment 4.0, de bâtiment 5.0. Peut-être que tout le monde ne sait pas exactement quelles sont les nuances, quelles sont les évolutions. Donc finalement, on va vers quoi, messieurs? Quelles sont les grandes tendances auxquelles on doit s'attendre? Thierry Bièvre, allez, je commence par vous. C'est une vaste question. Ouais. Je croyais que c'était une conclusion, mais là, on en a pour 2 heures. Ouvrir. Moi, j'adore ouvrir dans les conclusions. Non, je pense que voilà, il faut sauter de l'idée que la technologie va tout apporter. Il faut que la technologie, voilà, enfin, que ce soit 3.0, 4.0, 5.0, ce qui est important en fin de compte, c'est l'humain là-dedans, c'est l'humanisme, on va dire, qui va se dégager en fin de compte de ces technologies, pour justement nous rendre acteurs et bénéficiaires à la fois. Donc, voilà, je ne voudrais pas rentrer dans un discours, on va dire, trop scientifique ou trop technique. Je pense que c'est plutôt, on va dire, une question, on va dire, sociétale, on va dire, qu'il faut déployer au travers de ces outils. On est sur une trajectoire, Monsieur Marcinac. Mais je dirais que oui, c'est ça. Et après, c'est de rechercher à réduire l'empreinte carbone, en fait, mais en étant satisfait, pas en étant frustré. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a... On revient aux bénéfices finalement. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... aujourd'hui, les communications qui sont faites sont plus... Quand on parle de frugalité, je ne suis pas certain que ce terme soit très positif. Par contre, on peut parler de satisfaction. Je parlais de raisonner tout à l'heure. Voilà. Je vous avais interrompu, je m'en excuse encore, mais c'est vrai que c'est un mot plutôt contraignant. Contraignant, et il faut voir ça de façon positive, joyeuse, on va dire, et non pas pénitence. Voilà. Alors la joie pour tous avec le bâtiment 4.0, je ne pensais pas finir comme ça, mais pourquoi pas 5.0, allez, la joie en plus. Mon collègue architecte Philippe Badec, il parle de frugalité heureuse, pour aller dans le sens que vous dites. Parce qu'en effet, je crois que ce que vous êtes en train de dire, c'est remettre l'humain au cœur de la réflexion. En fait. Je crois que c'est ça qui est en jeu entre une conception orientée par l'ingénieur. Je pense qu'il faut avoir une conception qui est orientée par la société. Moi, je pense qu'il faut penser les transitions. Vous dites, je crois que c'est ce que on était en train de se dire. Moi, je dirais, il faut se reposer, mais en 2 mots. C'est-à-dire, on se pose de nouveau. La transition, c'est un point de départ, un point final. Et donc, ça nous amène une relation au temps. Et c'est-à-dire que dans ces enjeux-là, c'est sans doute de l'innovation sociale. Je parlais d'économie sociale et solidaire tout à l'heure, c'est-à-dire solidarité, partage. On parlait de partage de l'énergie pour rester sur le thème qui nous intéresse. C'est des enjeux d'inclusion aussi. On voit bien la précarité énergétique est quelque chose d'important dans ce sujet. Moi, je dirais il faut faire simple. Par exemple, on parlait de low-tech. Moi, je crois que c'est essentiel. Faire simple, parce qu'on peut aussi, dans des processus d'autoconstruction, moi j'ai travaillé avec des étudiants, on n'a pas beaucoup de temps, avec la team Solar, sur le Solar Décathlon et chez ces gens-là, on s'est aperçu qu'il y a des endroits, l'enjeu économique, c'est aussi l'autoconstruction. Donc, derrière ça, moi, ce que je crois, pour finir, en termes d'anciens responsables de formation, c'est qu'il faut faire jouer dès la formation, justement, tous ces sujets-là, c'est-à-dire l'interdisciplinarité, le jeu de l'intersectoriel, c'est-à-dire faire travailler nos étudiants avec des étudiants architectes, avec des urbanistes, bon, je n'ai pas tous les nommés, avec des domoticiens, parce que c'est ça qui nous intéressait, et les impliquer dans la cité, voilà, les impliquer dans les rénovations en cours. C'est tout l'enjeu des CMQ, des chantiers écoles. C'est les travaux qu'on a fait avec la Team Solar à Rennes, avec l'Institut, avec le workshop qu'on a fait avec les étudiants sur le réaménagement des campus avec l'IAUR. Moi, je crois qu'il faut être passé d'une logique du faire pour à faire avec. Voilà, c'est ça mes mots pour conclure. Belle conclusion, mes chers invités. Il ne me reste qu'à vous adresser un immense merci pour votre participation à Parole d'experts. Vous étiez passionnants. L'émission porte vraiment bien son nom, on peut le dire. C'est un honneur pour moi de dialoguer avec vous. Mesdames, Messieurs, soyez vous aussi remerciés pour avoir suivi cette émission. N'hésitez jamais à vous connecter sur le site internet buildandconnect.eu. Il y a toujours beaucoup d'informations très utiles à y découvrir. J'y vais assez souvent aussi. Vous y retrouverez notamment, bien sûr, les replays de Paroles d'experts, bien d'autres émissions ou autres événements. Vous pouvez aussi y découvrir beaucoup de contenus thématiques ainsi que les prochains événements.
Et j'en profite justement pour faire quelques annonces à noter dans vos tablettes si vous en êtes d'accord. Dès le mois de janvier sera lancée la toute nouvelle plateforme communautaire Build and Connect. Je sais qu'elle est attendue. Vous pouvez d'ailleurs vous préinscrire dès maintenant. Il y a aussi le prochain colloque, Build and Connect. Je sais que c'est un rendez-vous très attendu par une grande majorité d'entre vous. Ce sera les 22 et 23 novembre 2022. Plus près de nous se tiendra en présentiel le jeudi 9 décembre après-midi à l'Université de Strasbourg une rencontre sur le thème de sur la décarbonation dans la construction neuve et la rénovation. Une rencontre organisée par le pôle Fibre Énergie Vie et l'incubateur 3CA BTP, WinLabs, une rencontre au cours de laquelle sera annoncé le lancement des trophées de l'innovation. Monsieur le Président, voilà plein d'événements, beaucoup de ressources disponibles, toujours pour apprendre, échanger, coopérer. C'est tout le sens de l'action conduite par la communauté Build and Connect que vous représentez toutes et tous. Salut encore les équipes techniques, j'aime bien le faire, qui ont contribué à la réalisation de cette émission. C'est important, on a aussi besoin de toutes ces personnes, même si on ne les voit pas devant la caméra. Enfin, merci une nouvelle fois aux organisateurs, le pôle Fibre Énergie Vie, l'Université de Strasbourg, la Fondation pour la recherche en chimie et bien sûr à tous les mécènes. Merci à vous toutes et tous de nous avoir donné la possibilité de dialoguer dans le cadre de Build and Connect, votre communauté des matériaux et des bâtiments durables. À très bientôt pour de nouveaux débats et d'ici là, s'il vous plaît, continuez de prendre bien soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. À très bientôt, merci.